Boso. 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 Les enfants, au nom de Dieu, écoutez. Écoutez l'histoire de Gawai Gawai. Gawai Gawai, l'histoire de vos pères, l'histoire de vos grands-pères, l'histoire des chasseurs de lions à l'arc. Le pays où se passe cette histoire s'appelle Ganji Kangamoru Gamoru, la brousse qui est plus loin que loin, le pays de nulle part. Pour aller dans ce pays, il faut traverser Issaberi, le grand fleuve, le Niger. Le chemin du pays de nulle part commence sur la rive Gourma. Il se dirige vers le nord. Au début, il y a des routes, il y a des villages. Et dans chaque village, il faut s'arrêter pour mettre de l'eau dans les voitures. Et puis, après Bankilare, après Tégué, après Yatakala, il n'y a plus de village. Il n'y a plus de route, il n'y a plus que la brousse. Mais si l'on peut dépasser la dune d'Erksam, on entre dans Ganji Kangamoru Gamoru, la brousse qui est plus loin que loin, le pays de nulle part. Ce pays-là, c'est un pays de sable, un pays de poussière, un pays de brume. Ce sont des forêts sans chemin, des montagnes dont les noms ont été oubliés et que nous appelons, nous, les montagnes de la Lune et les montagnes de cristal. Ici, il n'y a plus rien. Pourtant, il y a longtemps, des hommes vivaient là. Ils ont laissé sur les rochers un livre d'images qui montre ce qu'ils étaient. Un livre de chevalerie avec des cavaliers à 2 ou 3 cornes, tenant dans la main un bouclier, dans l'autre une lance ou un arc. Qui étaient ces hommes? Personne ne le sait plus. Ce sont les hommes d'avant. Les hommes d'avant ont laissé aussi sur les rochers ces cercles autour d'une croix, qui sont peut-être des signes magiques, des Genji Hau, les attachés à la brousse, mais qui sont peut-être aussi
des roues de chars, des premiers chars qui ont traversé le Sahara pour venir jusqu'ici. Ou peut-être des pièges avec lesquels les hommes d'avant attrapaient les animaux sauvages, les crocodiles, les mouflons, les girafes, les buffles, les grandes antilopes. Et si les hommes d'avant ont disparu du pays de nulle part, les animaux sauvages, eux, sont restés. Cependant, quelques hommes parviennent à vivre autour des points d'eau du pays de nulle part. Ce sont des hommes du vent et de l'espace, des grands nomades, comme les Bellas, qui nomadisent depuis le centre du Sahara jusqu'aux confins de la vie sédentaire. Avec leurs chameaux, ils montent jusqu'à Taoudéni, les vieilles salines du Moyen-Âge, et vont vendre le sel-gemme en plaques dans les marchés du Sud. Ce sont des grands nomades comme les Peuls Djelgolbé, éleveurs de troupeaux, les derniers Peuls nomades de la boucle du Niger. La nuit, ils gardent les animaux dans les pâturages. Toute la journée, ils les abreuvent autour des points d'eau. Mais à côté des troupeaux des Bellas et des Peuls, il y a Moussoubery, le lion. Le lion vit en contact avec les éleveurs. C'est l'ami des bergers Peuls. De temps en temps, il attaque une vache. C'est une vache malade. Ainsi, il sauvegarde la santé du troupeau. Et tous les soirs, dans les campements précaires des bergers Peuls ou Bellas, on ramène les animaux que l'on abrite derrière des barrières d'épineux. Derrière ces épines, les jeunes animaux sont en sécurité. Quand ils seront grands, ils passeront la nuit dans les pâturages de brousse, profitant de la fraîcheur, mais risquant l'attaque d'un lion. Et les bergers qui ne sont pas en brousse, en entendant rugir les lions, les reconnaissent. Ils les appellent par leur nom. Ils savent qui ils sont. Ils savent s'ils sont mariés. Ils savent s'ils ont mangé. Ils savent s'ils viennent du nord ou du sud. Ils savent aussi comment on se défend contre eux, en les chassant à coups de pierre ou à coups de bâton. Car jamais un lion attaqué à coups de pierre ou de bâton n'attaque un homme à son tour. Et chez les Peuls, pour que les enfants puissent s'endormir, il faut qu'ils entendent le rugissement du lion. Mais quelquefois, le lion exagère. Il rompt le pacte avec les bergers. Il attaque des vaches qui ne sont pas malades. Il tue pour le plaisir de tuer. Alors, les Peuls vont chercher les derniers grands chasseurs de lions à l'arc, les Gaou. Les Gaou vivent sur les bords du Gorwol. Ce sont des sédentaires à l'extrême limite de la vie nomade. Ils sont cultivateurs de mil. Et parfois, dans les villages de culture, comme dans celui de Bédari, les Gaou se sont rassemblés parce qu'ils ont dû tuer un lion au moment de la saison du mil.
Au milieu du campement, une peau de lion sèche, avec dans son nez le baza, la corde des animaux captifs. À côté, il y a son crâne. Et voilà ses grands chasseurs. Tahirou, Isiaka, Bédari Melaki, Wangari Moussa, Isiaka Moussa, qui est aussi violoniste. Ils ont tué chacun 50 ou 100 lions, avec un arc et une flèche. Et chaque fois, la vieille Awa Adamou chante les louanges de ses chasseurs, chante les louanges de ceux qui savent attaquer le lion main à main, ceux qui peuvent amener un lion vivant au village en le tirant par la queue. Elle chante les louanges de Tahirou Koro, le chef des chasseurs. Elle chante les louanges d'Isiaka, le plus jeune chasseur, le plus courageux. Elle chante les louanges des ancêtres de ces chasseurs, qui bourraient leurs pipes avec des buffles. Et tous les enfants Gao, tous les jeunes chasseurs, s'entraînent chaque jour au tir à l'arc. On tire sur un buisson placé à une 50aine de pas, un buisson qui est le lion. Et c'est comme cela que dans le pays de nulle part, les lions, les bellas, les bergers peuls et les chasseurs vivent tout le long de l'année. Pour chasser le lion, il faut d'abord avoir un arc de combat. Wangari et Tahirou sont allés dans les buissons mêmes où vivent les lions, abattre une branche de daré. Ils ont choisi une branche qui a déjà la forme d'un arc. Et Wangari présente l'arc à la brousse. Il dit « Bête de brousse, regardez. Voilà mon nouvel arc, voilà votre nouvel ennemi. » Au village, Tahirou et Bélébia, sous l'œil du petit Ali, mettent les arcs en forme entre des piquets enfoncés dans le sol. Il faut maintenant aller chez le forgeron pour lui demander de fabriquer une flèche. Moukaïla, le forgeron, fabrique une flèche pour 5 francs. Un petit morceau de fer est taillé à la longueur. Chauffé au feu, il est entortillé en spirale afin que le poison reste dans les spirales du fer. Il est redressé sur l'enclume, barbelé, aplati, refroidi dans le sable, aiguisé. Une nouvelle flèche est donnée à Tahirou Koro, le chef des chasseurs. Le
Le bois de la flèche est fait de roseaux de brousse. Wangari redresse ses roseaux sur un fer de lance, les épointe, taille l'encoche qui ira sur la corde de l'arc, renforce les deux extrémités avec une ligature de boyau. Il enfonce le fer de la flèche, la redresse, renforce les ligatures, les consolide avec de la glu. La flèche n'est pas emplumée, et si elle est toute droite, elle ira droit au but. Le poison, le nagui, est fabriqué à partir des fruits d'un arbre que l'on ne trouve pas dans le pays des chasseurs. Il faut descendre bien au sud, à 500 km, dans la forêt de Hamdallah par exemple, où Taïrou et Yeya, aidés du chasseur Foudi, vont chercher le Naguinia, la mère du nagui, un strophanthus, l'arbre à poison. C'est un arbre aux branches tortillées mais dont les gousses contiennent des graines. Et c'est dans ces graines qu'il y a Nagui, le poison. Un samedi matin de bonne heure, les chasseurs se préparent à fabriquer le poison. C'est une opération très grave, qui a lieu tous les 4 ans et à laquelle les femmes ne sont pas admises. On part en brousse, car c'est en brousse que se fabriquent les choses méchantes. Et les chasseurs s'arrêtent sous un arbre tokai, à l'ombre duquel les générations de chasseurs ont toujours préparé le nagui, le poison de flèche. Taïrou et son assistant Sidiki se déshabillent. Ils revêtent le benta, le caleçon qui en principe devrait être en cuir, qui était le seul vêtement des chasseurs et des hommes d'avant. Taïrou et Sidiki se sont rasés la tête pour se purifier. On creuse le foyer où l'on mettra l'eau à bouillir. Et, avec de la cendre, Taïrou, le chef des chasseurs, dessine un cercle magique, un keli, une enceinte. Personne ne pourra rentrer dans ce cercle magique. Personne. Personne, et surtout le mal, ne pourra pas y entrer. Il n'y a que Sidiki et lui qui, à l'intérieur, pourront fabriquer les choses graves et méchantes, le poison nagui. Alors, la grande opération commence. Les mains croisées, Sidiki fait cette fois le tour du vase qui est déposé sur le foyer. Place des poignées de nagui, des graines de l'arbre à poison. Ainsi, l'animal qui sera fléché aura les pattes liées, comme les mains du chasseur. Puis il prend le vase. Et toujours les mains croisées, il le tourne dans le sens des 4 points cardinaux autour des pierres qui servent de foyer. Puis il tombe sur le sol. Ainsi, l'animal qui recevra la flèche tombera sur le sol. Toujours les mains croisées, Taïrou prend une calebasse pleine d'eau et lui fait faire le tour du vase. Au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. La calebasse tombe en trébuchant, ainsi l'animal qui recevra la flèche trébuchera, qu'il s'enfuit au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud. L'eau de la calebasse a été puisée par une femme extrêmement jalouse. Elle a été choisie spécialement dans le village pour sa méchanceté. Quand le vase est plein, Taïrou tombe sur le sol une deuxième fois.
Il allume le feu. La paille qui sert à allumer le feu a été recueillie en brousse par une femme dont l'accouchement a été très difficile. Quand l'eau commence à bouillir, Taïrou, se servant d'une calebasse emmanchée d'un long bâton, remue la mixture en récitant les grandes devises du poison Boto. Li Boto, bou 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 Boto, malheur, malheur Boto. Les ancêtres t'ont donné à Bio, Bio t'a donné à Sido, Sido t'a donné à Firsi, Firsi t'a donné à Boulassane, Boulassane t'a donné à Koro, et Koro t'a donné à moi, Taïrou. Le cœur de feu. Le cœur n'est pas un chiffon. Mais ton cœur est plus chaud que l'eau bouillante. Mais ton cœur est plus chaud que la flamme du feu. Li Boto. Bou 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 Boto. Tu es brûlant. Et le vase est brûlant. C'est pourquoi tu veux t'échapper du vase brûlant. Tape sur le vase. Brise le vase. Toi, Boto, qui refuse la honte et qui n'a pas de reconnaissance. Le soleil est chaud. L'ombre est chaude. Tu ne peux aller en avant. Tu ne peux aller en arrière. Tu ne peux aller en bas, tu ne peux aller en haut. Li Boto. Voilà ton jour, Boto. Le feu de Diakadi a brûlé les 3 pierres sur lesquelles sont posés le vase. Et dans le vase est né un feu qui va brûler toute la brousse. Boto, voilà ton jour. Toi, le poison femelle qui fait plus de dégâts que le poison mâle. Li Boto. C'est toi qui piques dans la viande, c'est toi qui piques dans la patte du lion, c'est toi qui piques dans les oreilles de l'éléphant. Celui que tu piques, même la patte, même l'oreille, celui-là, il se met à genoux. Taïrou tombe une nouvelle fois. Son aide Sidiki va chercher le filtre de feuilles sur lequel on va verser la première mixture. Les graines sont soigneusement conservées. Elles serviront à faire un deuxième poison moins fort pour des animaux moins dangereux que le lion. Elles serviront également de médicaments. Dans la première mixture, on ajoute 7 graines de poivre, des morceaux de la racine d'un arbre qui barre un chemin et des morceaux d'herbe que l'on appelle herbe de la hyène. Puis, Taïrou reprend le vase brûlant et en faisant toujours les mêmes gestes rituels autour du foyer, il fait bouillir une deuxième fois le poison Boto. Maintenant, le poison est prêt. Avec la gourde emmanchée d'un bâton, Taïrou distribue le poison dans des morceaux de vase cassés. Jadis, chacun se servait d'un même vase, mais si l'un des chasseurs rompait les interdits de la chasse, par exemple en ayant des relations avec sa femme, à ce moment-là, le poison de tous était gâté. Maintenant, chacun prend ses risques personnels. Et tous les chasseurs Gao, les apprentis de Taïrou, à l'ombre du Tokay, ouvrent l'atelier de poison de flèche. On s'interrompt à midi. Les femmes de Taïrou Koro, le chef des chasseurs, apportent la nourriture. Une bouillie de mil mélangée à des feuilles de gansi, d'oseille sauvage. L'après-midi, le travail recommence. Les petits garçons maintenant sont venus voir.
ils peuvent regarder comment on met le poison sur les flèches. Wangari a toutes ses flèches. Il en tient une comptabilité très précise pour savoir combien il a mis de couches sur chacune. Le poison est bon, il est déjà tout noir. Et puis tout d'un coup, c'est le malheur. Le vieux Nyendu, un Zerma de Wezebangu, tire les coris, les 7 coquillages dans lesquels on lit l'avenir. Il dit « Malheur, la chasse que vous allez entreprendre est mauvaise, le chemin est mauvais. Il y a parmi vous quelqu'un qui gâte la chasse. Vous allez avoir des accidents. Gawei, chasseur, au nom de Dieu, ne partez pas, la chasse est mauvaise. » Les chasseurs ont peur. Alors Isiaka, le plus jeune des chasseurs, prend son violon, le godier. Il joue l'air des chasseurs, Gawei Gawei. À côté de lui, Wangari, son frère aîné, chante également Gawei Gawei. Gawei Gawei, l'air des chasseurs, mais aussi l'air des guerriers sonrail, l'air de musique qui fait le courage, car le vrai courage c'est celui-là, c'est quand on a peur, vraiment peur, et qu'il faut surmonter la peur pour avoir du courage. Et cela, seuls les chasseurs savent le faire. Et le vieux Nyendu, le tireur de coris, le jeteur de maléfices, ne dit plus rien. Et il sait bien, lui, que les coris, que les coquillages ne mentent pas, que les chasseurs ont peut-être du courage, mais que la route qui les attend est mauvaise. Maintenant, le poison est sec. Bédari range ses flèches dans le toga, le carquois. Et l'on casse tous les morceaux de canari, tous les morceaux de vase qui ont servi à préparer le poison, sur les pierres du foyer qui a servi à bouillir l'eau. Et par-dessus, on place les feuilles de tokei qui ont servi de filtre. Bédari les piétine, car c'est ainsi que le veut la coutume. Et les chasseurs, avec des flèches nouvelles, avec un poison nouveau et leurs arcs de combat, rentrent chez eux. Tom, Wangari, Ali, Belibia, Tairi, kirim kosong, kami terakhir ben. Un matin, on part pour la chasse. Les chasseurs de Yatakala, de Wezebangu se sont réunis. Ils vont, comme le veut la coutume, ouvrir la chasse à Wazel, dans un bas-fond où les troupeaux viennent boire. Il y a plusieurs types de chasse. La première chasse consiste à préparer une petite mare artificielle au pied d'un arbre. Un chasseur guette les lions qui viennent boire la nuit. Quand le lion vient boire, il lui décoche une flèche et c'est fini. La deuxième chasse consiste à faire un abri avec du bois et de la paille, à côté d'une autre mare artificielle. Un chasseur s'y enferme pendant la nuit et par les trous de l'abri, il tire à la flèche. Le lendemain, il n'y aura plus qu'à suivre les traces et à retrouver le lion mort. Mais ces chasses-là ne peuvent pas convenir, elles se passent de nuit et quelquefois, il faut rester à l'affût un mois ou deux. La troisième chasse est la grande chasse, celle où un berger vient dire au chasseur « Il y a un lion là, dans un buisson, à quelques kilomètres, il est là. » Et le chasseur, tout seul, avec 3 flèches, et son simple courage, va affronter le lion. Pour affronter le lion tout seul comme cela, il faut avoir tous les charmes magiques. Il faut avoir tous les courages, car le lion avec une flèche meurt en quelques minutes, et vraiment la seule façon de l'éviter, c'est de se rendre invisible. Alors le lion vous recouvre de son bruit et de sa poussière. Taïrou voudrait que l'on fasse cette chasse-là, mais Yeya ne veut pas. 50 fois, il est allé seul voir le lion, frappant avec ses flèches l'une contre l'autre pour le réveiller, pour qu'il le regarde et le tirer. Puis ensuite, il est resté immobile pendant les minutes où le poison t'a vissé. Et Yeya a dit non, c'est impossible. On ne peut pas faire cela. Le chasseur doit être tout seul. On ne peut pas y aller. Il faut faire la chasse avec les pièges. Le piège est fabriqué très loin d'ici, au Ghana, à Swedru.
pièges sont accrochés à une chaîne, et la chaîne à un morceau de tronc d'arbre. C'est ce tronc d'arbre qui freinera le lion. Il ne s'agit pas d'accrocher le piège, il s'agit simplement d'empêcher le lion de charger trop vite. Yeya, Tahirou, Hosseini et Wangari préparent les morceaux de bois que l'on perce, auxquels on accroche cette cheville de fer reliée par la chaîne au piège. Puis, on ouvre le piège et l'on ferme le tchok. Le tchok, la goupille de sécurité. Alors, les chasseurs sont prêts pour partir à la chasse aux lions. Dans les buissons, à quelques kilomètres au nord de Oisel, il y a des lions. On entre dans les buissons que l'on appelle des buissons de lions. Mais on ne voit jamais de lions en plein jour. Ils sont là peut-être à 2 mètres, à 3 mètres derrière un arbre. Eux, ils nous voient, mais nous ne les voyons pas. Ils nous entendent, on ne les entend pas. Ils nous sentent, on ne les sent pas. Le lion est venu hier. Voici ses crottes, voici sa trace. Il y a une lionne et 2 petits. Voilà les animaux qu'ils ont apportés pour manger. Ici, dans ce buisson, ils ont uriné. Ils ne sont pas loin. Un trou est creusé à un endroit où le lion aime se reposer. Le piège est vieux. La palette de fer a été cassée. Qu'importe. On la remplace par un morceau de calebasse. Le piège est mis en place. On le recouvre de petits morceaux de bois, de quelques morceaux d'écorce et d'un peu de cendre. Puis, on place de la terre que l'on éparpille. Il n'y a plus aucune trace. Le piège est prêt à fonctionner. Wangari balaye les odeurs en faisant bien attention de ne pas marcher sur le piège. Maintenant, ce n'est plus l'affaire des Gawai, ce n'est plus l'affaire des chasseurs, ce n'est plus l'affaire des hommes, c'est l'affaire de la brousse. Le lendemain matin, au soleil levant, les chasseurs se préparent. Tahirou Koro, le chef, distribue à chacun d'eux le bourri, le collier magique qui les rend invisibles. Si le lion les aperçoit, lorsqu'il essaiera de les charger, ils se transformeront en eau, ils se transformeront en aiguilles, ils se transformeront en oiseaux. Alors, les chasseurs sortent 2 ou 3 flèches, tendent les cordes des arcs, avancent doucement. L'histoire de la nuit est racontée sur le sol. La lionne est venue avec ses 2 petits. Ses traces sont là. Mais la lionne a senti qu'il y avait quelque chose, a senti que les hommes étaient venus, a senti le piège. La lionne et les petits sont passés à côté. Le premier piège n'a pas fonctionné. Les chasseurs vont voir le deuxième.
Le deuxième piège n'a pas fonctionné non plus. Tahirou sait que les lions ont déjoué les charmes magiques, que les lions sont plus forts que les chasseurs. Wangari rapporte le troisième piège. Les lions sont passés à côté. On retrouve la trace. On ne la perd pas. Après Inefassi, les lions sont partis à Zurkhan. Ils sont 4. On suit la trace. Ils ne sont pas loin. Mais que faire dans cette région de sable? Où sont-ils allés? Ils ont peut-être tourné. Peut-être vont-ils venir par derrière. Au sommet de la dune, leur trace s'arrête là. Ils ont passé ici la nuit dernière. Allez voir dans les buissons, dit Tahirou Koro. Mais Wangari est perplexe. Il sait que cette poursuite est vaine. Husseini examine les traces. Tout le monde sait que la chasse est une chasse sans espoir. Les lions savent qu'ils sont poursuivis. Ils sont méchants maintenant. Ils peuvent attaquer d'un moment à l'autre. Que faire? Wangari dit, continuons. Tahirou dit, nous allons continuer pendant quelques jours. Nous allons voir si nous avons la chance. On chasse à Bouma, on chasse à Tokia, on chasse à Karegusu. Et partout c'est la même chose. Dans les terres brûlées, dans les savanes, dans les forêts, dans les dunes, pendant des jours et des jours, on suit le lion. Mais tous les matins, les pièges sont vides. Un matin, on trouve dans un piège une patte de hyène. La hyène est sans doute l'animal le plus dangereux de la brousse, car son arme se retourne contre les chasseurs. Cette patte de hyène, cela veut dire que la brousse est fatiguée des chasseurs. Il faut arrêter la chasse. D'ailleurs, la saison des pluies a commencé, les premiers arbres fleurissent. Alors, les chasseurs redescendent vers le sud, et quand ils arrivent auprès de Yatakala, le Gorwol est déjà plein d'eau. Maintenant, il faut vraiment abandonner la chasse, car quand la brousse est pleine d'eau, ce n'est pas la peine de guetter des lions, qui peuvent circuler n'importe où, et qui ne restent pas auprès des pâturages et auprès des puits. Mais Tahirou Koro, Isiaka et Yaya décident de savoir ce qui s'est passé. Ils vont consulter un homme qui sait lire dans la terre, un devin gourmanche de Dumba, le vieux Tina. Et Tina, dans le sol, jette les étoiles. Les étoiles qu'il compte par paire et impair, par série de 4, faisant ainsi monter les 4 lunes. Dans le sable apparaît Tadiga, le chemin, Algiama, la réunion, Diekala, la jeune fille qui signifie aussi la mort. Maintenant, Tina fait le guilébi, le renversé. Il place les figures dans les maisons. Et l'opération commence. Le jour propice apparaît 3 fois dans la maison de la vie, le chemin, du chemin et de la parole. Algiama, la mort, apparaît 6 fois. À Dianyali, la victoire sortante, 2 fois. Et le devin dit, il y a parmi vous un chasseur qui est né sous la même étoile qu'un lion. Et il sait que si l'on tue un lion, ce jour-là même il mourra. Ce chasseur, je ne connais pas son nom, mais il est noir. Est-ce Wangari? Demande Tahirou. Non, ce n'est pas Wangari. Je peux simplement dire qu'il a sa concession au sud du village et que sa mère est encore vivante. Les chasseurs savent très bien quel est celui qui a gâté la chasse. Ils ne diront rien. Ils seront forcés d'abandonner la chasse, puisque le chasseur a gâté la brousse. Quelques années plus tard, nous recevons ce télégramme de Tahirou. Piège, saisit lion Yatakala, stop, vous attend à Yoru. Cela veut dire que la chasse est à nouveau possible. Alors, nous repartons avec Idrissa Maïga, Damourezika, Lam Tallou, pour le pays de nulle part.
Et bientôt, devant notre Land Rover, apparaissent les montagnes de la Lune et les montagnes de cristal. À Yatakala, nous avons l'explication du télégramme. Au cimetière du Sud, il y a une nouvelle tombe, celle du chasseur qui gâtait la chasse, du chasseur qui avait fatigué la brousse. Il est mort, et maintenant la chasse peut reprendre. Mais, cette fois-ci, les chasseurs ont décidé d'avoir la bonne chance avec eux. Le soir, sur son violon godier, Isiaka appelle les génies de la brousse. Le génie, qui circule sur les tourbillons, dit « Partez, la chasse sera bonne ». Cette année, la mare de Fitili est pleine. Cette année, les bergers peuls n'ont pas à puiser l'eau pour abreuver les troupeaux. Les bergers passent toute leur journée à l'ombre. Les bergers apportent l'eau et le lait traditionnel à Wangari et aux chasseurs. Les chasseurs sont là, assis à côté des peuls. Ils ne parlent pas. Et les jeunes bergers qui se battent déjà avec des lions, à coups de bâton ou à coups de pierre, savent très bien pourquoi les chasseurs sont venus. Ils savent très bien qu'il s'agit de lions dont on ne parlera que lorsque le chef des peuls sera là. Et le chef dit simplement, oui, il y a des lions. Et le vieil Ali dit, il y a beaucoup de lions autour de Fitili. Chasseurs, vous n'aurez qu'à faire quelques pas et vous pourrez les attraper par la queue. Et l'après-midi, les chasseurs partent en reconnaissance. Belebia, Yeya, Taïrou Koro, Isiaka et Ali, l'apprenti qui veut devenir chasseur, mais qui n'a pas le droit d'avoir un arc avant d'avoir montré son courage. Voici la trace. La trace d'un lion que les chasseurs connaissent bien. C'est un lion plus fort et plus malin que les autres, un lion que les chasseurs appellent l'Américain. L'Américain a bondi. Ici, une tache de sang. Et là, sur le sol, un charme magique, un tira, que l'on accroche au cou des chameaux pour leur éviter les accidents de brousse. Le cadavre du chameau est à côté sous les épineux. Le tira n'a pas agi, le lion l'a attaqué. C'est un lion tueur qui ne mange pas les bêtes qu'il tue. Alors, le plus doucement possible, les chasseurs placent les pièges.
Mais l'Américain est un lion qui connaît tous les secrets de chasse. Et Isiaka prend d'autres précautions. Le génie Takun lui a dit « Les lions sont comme des belles filles, les lions aiment le parfum. Ouvre une petite bouteille, mets-la à côté des pièges, et certainement, le lion viendra et appellera tous les autres lions. » Isiaka enterre sous un tas de cailloux une petite bouteille de parfum un soir de Paris. Et chacun des chasseurs vient placer un petit caillou en formulant le même vœu. Que les lions viennent ce soir visiter les pièges. Au campement, Yeya prépare la tête d'une vache tuée par les lions. Les chasseurs restent toute la journée sous les arbres avec les bergers. Ils ne parlent pas de chasse. Si l'on parle trop de chasse, on risque de rompre les charmes de Bruce. On risque d'avoir contre soi les génies de la chasse. Ali, l'apprenti, répare ses sandales avec un vieux morceau de vêtements militaires. À côté, Belébia prépare un gouri, un collier magique pour être invisible aux lions. Un gouri fabriqué simplement avec une tresse de cuir, une tresse de fourrure, une tresse de corde enfermée dans une gaine de peau. Les flèches attendent dans les carquois. Et sur l'arc de Taïrou, il y a d'autres gouris, 4 petits sachets qui contiennent tous les grands secrets de la chasse. Le matin, le premier piège est parti. Ce n'est qu'un zongo, un chacal. Mais un chacal, c'est l'esclave du lion. Un chacal, c'est Genjiham. C'est la première viande de Bruce. Le deuxième piège a pris un maridenda, un serval. Un serval aussi, c'est viande de Bruce. Un serval, cela s'égorge, et avec la fourrure, on fabrique un carquois. Le troisième piège a attrapé un zibda, une civette. Et c'est sur la civette que les chasseurs essayent le poison vieux de 3 ans, le poison boto. Wangari tire dans le gras de l'épaule et Yeya dit les devises du poison. Voilà ton jour, Boto. Les ancêtres t'ont donné à Taïrou. Taïrou t'a pris avec méchanceté. Celui que tu piques, ses yeux sont ouverts, mais il ne voit pas. On dit, voilà la trace. On dit, voilà la mort. J'ai suivi la trace de sang
J'ai suivi la trace de mort. Fais du mal, Poison Boto. En lui demandant pardon, Ali l'égorge pour transformer cette viande de brousse en viande de village. Et Yeya, en s'excusant aussi, coupe sous la queue de la civette la poche à musc qui sert à faire des parfums. Et maintenant, dans la brousse de Fitili, il y a la trace de sang qui conduit à la trace de mort. Mais les lions ont attaqué les troupeaux. La vache préférée de Diogona, un berger peul de Fitili, a été blessée hier soir. Le lion a commencé à l'égorger, mais le berger a chassé le lion à coups de bâton. Mais les moindres blessures de lion sont très dangereuses. La femme du berger Diogona pleure sa vache, car les bergers peuls aiment leur vache comme un enfant. Et Taïrou Koro, le chef des chasseurs, qui sait tuer les lions, jette sur les blessures un peu de poussière en prononçant les formules magiques qui guérissent les blessures de lion. Maintenant, les pièges sont placés tous les soirs et visités tous les matins. Ce matin-là, un piège n'est plus à sa place. Les chasseurs, Taïrou, Belébia, Ali, Wangari, Isiaka, suivent les traces. Peut-être celle d'un petit lion, peut-être celle d'une hyène. L'animal a traîné son piège très loin, au milieu des puits. Il est là. On s'approche doucement. C'est une hyène qui essaye d'atteindre l'eau. L'hyène est l'animal le plus terrible de la brousse. Il se nourrit de cadavres. C'est un animal tcharkao, un sorcier qui mange les âmes. Yeya tire. Et Yeya et Wangari disent les grandes devises du Poison Boto pour qu'il agisse le plus vite possible. Alors, Isiaka tire une deuxième flèche. Meurs vite, hyène. Meurs le plus vite possible. Va-t'en, animal charogne. Isiaka a peur. Et tous les chasseurs ont peur de l'âme méchante de cette hyène qui peut les rendre fous. Isiaka dit, elle ne se relèvera plus. Taïrou s'approche du cadavre que l'on tire hors de l'eau. Taïrou demande pardon à cette hyène, puis il tape 3 fois sur sa tête avec son arc pour que l'âme dangereuse s'en aille. Isiaka égorge l'animal qui maintenant n'est plus impur. Sa viande séchée et sa peau serviront à préparer les grands charmes magiques que l'on vend dans les pays du Sud. Et la flèche qui l'a tué ne servira plus jamais. Mais malgré toutes ces précautions, la mort de cette hyène n'est-elle pas présage de malheur? Alors, c'est la mauvaise chance. Un piège a attrapé un lion. Sur le bois, il y a des traces de mâchoires. Mais le lion a réussi à casser le piège et à s'enfuir. Les chasseurs sont inquiets. Les charmes magiques de l'arc de Taïrou sont-ils assez puissants? L'âme de cette hyène n'a-t-elle pas gâté la brousse? Mais Taïrou dit simplement, il faut réparer le piège, il faut refaire le courage, il faut continuer la chasse.
Maintenant, c'est la guerre de brousse. Les chasseurs retrouvent la trace de l'Américain, la trace du pied blessé par le piège. L'Américain est accompagné de 2 lionnes et d'un petit lion. Cette nuit, les lions sont venus à Tokia-Bolia, près d'un campement de Touaregs. Ils ont attaqué un bourricot et, comme par défi, ils ne l'ont pas entièrement dévoré. Wangari interroge le chef des Touaregs. Oui, les lions sont restés là toute la nuit, à tourner autour du camp en rugissant. Le grand Ali dit « Ils vont revenir ce soir ». Isiaka dit « Mettons des pièges tout autour du cadavre du bourricot ». Wangari répond « L'Américain est malin, il est fort, mais au nom de Dieu, nous sommes aussi malins et aussi forts que lui ». Oui, dit simplement Taïrou, le chef des chasseurs, et l'on recouvre le cadavre du bourricot d'épines, mais tout autour, il y a des pièges. Au matin, l'emplacement d'un piège est vide. Il y a une trace, un lion a été pris. C'est un jeune mâle, peut-être le fils de l'Américain. Les chasseurs saluent le petit lion. Et Taïrou, le chef, calme le petit lion, car il n'est pas bon de tuer un lion en colère. Taïrou balance sa hache lentement d'arrière en avant. Il parle au petit lion dans son cœur. Et Yeya et Wangari disent et chantent les devises des chasseurs et les louanges du petit lion. Alors le petit lion se calme. Isiaka, le plus jeune des chasseurs, est désigné pour le tuer. Il sait que le chasseur qui tue un petit lion risque de perdre un fils dans l'année. Mais la chasse est une chose grave et méchante dont on connaît les risques. Et Taïrou, le chef des chasseurs, parle dans son cœur au petit lion. Il lui demande de pardonner aux chasseurs et de mourir le plus vite possible. Et par 3 coups de son coupe-coupe, Taïrou libère l'âme du petit lion. Alors les chasseurs reprennent la trace de l'Américain et de ses 2 femelles. Un matin, à Kareigoussou, un drapeau qui flotte au vent indique qu'un lion est pris, tout près du camp des Bellas. Wangari dit « Faites attention, le piège a attrapé seulement un doigt du lion. Il est furieux, il peut se sauver. » Isiaka choisit ses 3 meilleures flèches.
Mais non, Husseini. Regarde le bureau. Aïe. Et Taïrou, le chef, pousse le cri de courage. Mukaga. Mukaga, Mukaga. Mukaga, la campagne de Bandé. Mukaga. Le lion est touché par une flèche de Wangari. Alors, Wangari chante les louanges des chasseurs, les louanges du courage et de l'adresse, les louanges du lion qui va mourir. Et Yeya crie les grandes devises du poison Boto. Malheur, malheur, malheur Boto. Voilà des jours difficiles, poison Boto. Fais du mal, poison femelle plus méchant que le poison mâle. Ô poison Boto, si la flèche est rentrée, l'animal meurt. Si la flèche est restée, l'animal meurt. Si la flèche est tombée, les os sont morts. Les jambes sont mortes, le sang est mort. Voilà ton jour, Boto. Le soleil est chaud, l'ombre est chaude. Tu ne peux pas aller en avant, tu ne peux pas aller en arrière. Ton cœur est du feu, ton ventre est du feu, ton sang est du feu. Que ton ventre fume, que ton sang se mette à bouillir. Malheur, 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 Boto. Celui qui te laisse meurt de faim, celui qui te prend vomit sa mort. Alors, Taïrou redit au lion les paroles de courage. Lion, maintenant, il faut mourir. Isiaka tire en arrière le cadavre de l'animal. C'est une lionne adulte. Taïrou, le chef, fait les grands charmes magiques pour libérer l'âme de la lionne. Il lui met des poudres d'écorce dans le nez, la bouche, l'anus. Puis il caresse la lionne et lui demande pardon. Sans cela, l'âme de la lionne risque de rendre fou l'un des chasseurs. Les 3 flèches qui ont tué la lionne sont retirées par les chasseurs. Ce sont leurs plus grands trophées. Enfin, Taïrou donne à la terre sa trace de sang, sa trace de mort. Il jette un petit morceau de terre sur le crâne de la lionne pour que son âme s'en aille définitivement. Alors, commence la vraie guerre de brousse. L'Américain et sa dernière femelle attaquent tous les jours. Un matin, l'un des Touaregs annonce qu'un lion est pris au piège, là, au nord, tout près du campement de Fikili. Malgré les conseils des chasseurs, malgré les ordres de Taïrou, les bergers peuls veulent voir la mort d'un lion, eux qui n'ont pas le droit de tuer le lion.
Et soudain, c'est la catastrophe. Le lion charge avec son piège, rattrape un berger peul, je m'arrête de tourner, mais le magnétophone continue à enregistrer. Alors, c'est le miracle. Au moment où les autres bergers attaquent à coups de lance, le lion meurt. On dégage le berger blessé. C'est Diogona, celui dont la vache favorite avait été attaquée quelques jours plus tôt. Et sur le sol, il y a le sang du peul et le sang de la lionne. Alors, les chasseurs insultent les bergers. Et les bergers insultent la lionne. Wangari dit, femme de l'Américain, hier tu attaquais les troupeaux, tout à l'heure tu attaquais les bergers, maintenant regarde comment tu es. Et Bélédia dit les louanges du poison Boto, qui tue plus vite que la charge d'un lion. Il dit les louanges des chasseurs qui n'ont pas fui. Il dit les louanges de la lionne de Fitili, qui a eu le courage, avec un piège à la patte, d'attaquer les bergers. À côté, la femme du berger Diogona pleure. L'autre jour, elle pleurait sa vache favorite. Aujourd'hui, elle pleure son mari. Et la fille du berger pleure aussi. Elle pleure son père. Elle pleure jusqu'au moment où les vieilles femmes lui disent « Tu pleures parce que ton père a été blessé par un lion ?» Mais ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Il n'y a pas de honte. Pourtant, c'est pour dissimuler la honte que l'on tente une couverture derrière laquelle, à l'abri des regards, Damurezika soigne Diogona, le berger blessé. On va faire trois piqûres. C'est des petites piqûres, ça lui fait pas mal. Bon, alors voilà. La première piqûre, piqûre antitétanique. To wani wo aga bora se gum o aga ganji dori fo mani ko ne. Sinon no ko piqûre le tete wo ke ba se fu wala. Et quand ta deuxième piqûre, pénicilline non, piqûre hanno no. O wani wo aga wasu yogo wasu ye. Pénicilline sinon no ko. C'est la meilleure piqûre ça, c'est joli pour lui. Bon. Piqûre inzanta anti-gangrénée non. Piqûre contre les gangrènes. C'est bon, aga ganji biyomu fusu bufumbu aga halika aga boringa modori fono aga ganji. Esika iri be huso. Et Taïrou, le chef des chasseurs, dit au berger « Diogona, tu as dû faire des choses mauvaises pour qu'un lion te choisisse 2 fois. Au nom de Dieu, tu as de la chance de ne pas être mort. » Et les chasseurs disent au berger ce qu'il doit faire pour apaiser la colère de la brousse. Alors, la chasse s'arrête, puisqu'il y a eu un accident d'homme. Et les chasseurs rentrent au village de Yatakala. Le cadavre de la lionne de Fitili a été placé dans la Land Rover, et tout le long de la route, Wangari chante. Je chante pour les vrais chasseurs, et non pas pour les chasseurs d'animaux morts. Notre chef s'appelle Taïrou, le mari de Kombi, le père d'Iliassou. Je te dis bonjour, je te salue, brave des braves, le chasseur du matin, le chasseur du soir, le chasseur de tous les temps. Oh les chasseurs, lequel va mourir, lequel va vivre jusqu'à demain? Oh le lion, j'ai vu le poil de tes pattes, j'ai vu le poil de ton front.
La taille de ce lion, je ne l'avais jamais vue. Oh, mes frères garçons, prenez votre place de garçons. Que ceux qui n'ont pas de courage retournent au village avec les femmes. Nous, les garçons, nous savons comment nous allons faire pour tuer ce lion. Nous sommes fatigués et tranquilles. Nous sommes les chasseurs Gao, les tueurs de lions de Yatakala. Notre nom est connu du lever du soleil au coucher du soleil. Et tout le village se précipite vers Boseido, à l'ombre du tamarinier, où traditionnellement, les chasseurs font le rituel du lion. Quand tout le monde est là, Wangari dit « Regardez, voilà notre chef, voilà Taïrou Koro, Taïrou qui a eu la chance sur lui, Taïrou qui a su préparer les poisons. Et voilà Isiaka, Isiaka le meilleur des tireurs. » Et les femmes disent « Nous avons des maris qui sont comme les guerriers d'avant, des maris qui ont plus de courage que des lions. » Yeya place autour de la tête de la lionne des entraves d'écorce qui montrent que l'animal de brousse est devenu un animal de village. Yeya sort sa langue et Taïrou, une fois de plus, met dans les orifices la poudre qui permet à l'âme de sortir. Puis, la lionne est égorgée pour que sa viande soit comestible. Yeya enlève le piège. La patte n'a même pas été cassée. Wangari et Belebia caressent le lion. Belebia met son doigt dans le trou de la blessure et le dépeçage commence. Car si on tue le lion, c'est aussi pour le manger. Il n'y a pas de viande meilleure que la viande d'un lion tué à la flèche empoisonnée, et elle a le mérite aussi de guérir les rhumatismes. Et Wangari raconte aux femmes l'histoire de la chasse de la lionne. Cette lionne est maigre, cela fait 10 jours qu'elle n'a pas mangé. C'est une demoiselle, c'est une bordelle, elle n'a pas de mari. C'est une mauvaise femme qui cherche les garçons. Quand une femme ne reste pas tranquille, elle tombe dans des coups pareils. Et voilà qu'on a l'explication du miracle du berger. En ouvrant la poitrine de la lionne en plein cœur, on découvre la flèche d'Isiaka. Et comme le veut la coutume, cette flèche est donnée au chef des chasseurs, à Taïrou Koro. C'est à Taïrou Koro aussi que l'on donne le cœur de la lionne. Ce cœur que l'on fera dessécher et que l'on ira vendre dans les pays du Sud à un homme important qui, grâce à ce cœur, aura lui aussi beaucoup de courage. Et aujourd'hui, à Yatakala, les tambours des griots jouent les louanges des chasseurs de lions, de ceux qui ont ramené la viande au village, de ceux qui ont chassé la honte vers la brousse. Et l'après-midi, les tambours des griots appellent tous les garçons au bord du Gorwol pour le récit traditionnel de la chasse que doivent mimer les chasseurs. Wangari raconte comment les chasseurs se sont approchés du petit lion, comment ils ont tué le petit lion. Et Wangari dit « Les enfants, quand vous êtes devant un petit lion, il ne faut pas avoir peur, il faut bien viser. » Maintenant, les rôles changent. C'est Wangari qui imite la lionne de Fitili. Wangari avance en rugissant. Sidiki fait le chasseur qui s'approche derrière un enfant qui représente un buisson. Il s'avance doucement, il tire la lionne de Fitili. Toute la journée est la journée des chasseurs. Et le soir,
comme le veut la coutume, avant de rentrer dans leur village, les chasseurs se retrouvent autour de la peau de la lionne. Isiaka, le meilleur tireur, a repris son violon gaudier et joue Gaway Gaway, l'air des chasseurs. Et Wangari, pour tout le village, raconte l'histoire de la chasse. Les enfants, c'est cela l'histoire de Gaway Gaway, l'histoire des chasseurs de lions à l'arc, l'histoire que vous raconte un jour Wangari, l'histoire du chacal, l'histoire du maridenda, l'histoire du petit lion, l'histoire de la lionne de Karegoussou, l'histoire de la lionne du Fitili, l'histoire de l'Américain qui est toujours en brousse. L'histoire d'Isiaka, le meilleur tireur, l'histoire de Taïroukoro, le chef des chasseurs, le chef des poisons, l'histoire de Yeya, son petit frère, qui sait si bien chanter les louanges du poison Boto, l'histoire d'Ali, le nouvel apprenti qui maintenant a le droit d'être un chasseur, l'histoire de Bélébia, le meilleur pisteur du pays de nulle part, l'histoire du lion qui maintenant a aussi le baza, la corde des captifs dans le nez. Cette histoire, les enfants, vous ne la vivrez sans doute jamais, car, quand vous serez grand, personne ne chassera plus jamais le lion à l'arc. Voilà, l'histoire de Gaway Gaway est terminée.